3, 2, 1... Salut à tous, comment ça va en ce mercredi? Ce mercredi, où après un petit moment, une petite pause pendant les vacances, ça y est, je reprends les best-of de live en mode Crystal Ball. Et aujourd'hui, malgré le manque d'actu, cet été, ce qui fait un petit peu le buzz, ce qui fait les grandes lignes de tous les médias basket, c'est le transfert de Kevin Durant. Voilà pourquoi je vais tout vous expliquer après, on va essayer de voir où est-ce qu'il peut atterrir ce foutu KD dès la reprise. Et ça va être intéressant. Pour ça, j'ai utilisé la Trade Machine, je vous ai demandé de l'utiliser aussi, le programme va être dense, il y a tout plein de choses à débriefer. Alors on ne perd pas plus de temps et c'est parti. Où jouera Kevin Durant à la reprise de la saison NBA? Alors, Kevin Durant. Aujourd'hui, on va parler de Kevin Durant, et pour le sujet d'aujourd'hui, pour le contenu d'aujourd'hui, en fait, comme je le fais souvent, je me suis amusé à utiliser la Trade Machine de Fanspo, parce que c'est celle que je trouve la meilleure, plus complète que celle d'ESPN, pour me servir un petit peu des bruits de couloir, et envoyer KD dans 6 équipes différentes. Donc je vous ai proposé 6 trades. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les teams dont on parle le plus souvent en ce moment, tout en me référant aussi à l'actualité, pour que ce soit un minimum réaliste, là, les teams que j'ai prises. Par exemple, on peut parler des Suns, on parlait beaucoup des Suns au tout début des rumeurs de KD, quand il avait demandé son transfert, mais maintenant qu'ils ont re-signé Ayton, ça va être très difficile de proposer une offre intéressante maintenant qu'ils ne peuvent plus trade Ayton. Donc voilà, spoiler, il n'y aura pas les Suns aujourd'hui, parce qu'autant ils étaient dans les rumeurs au tout départ, maintenant ils le sont plus. Donc maintenant, pour moi, ils ne font plus partie des prétendants. Du coup, ouais, j'ai utilisé les rumeurs les plus actuelles possibles, et j'ai essayé de voir ce que ces équipes, qui sont présentes dans ces bruits de couloir, peuvent proposer. Donc vous allez voir qu'il y a certaines équipes dont on parle, et elles peuvent pas non plus proposer énormément de choses, parce que pour réaliser des transferts, eh ben, faut suivre des règles, et ces règles en NBA, elles compliquent les choses, on peut pas envoyer tout et n'importe quoi pour avoir KD. Donc bien sûr, vous connaissez, il y a les règles de l'équilibre des salaires, il y a les joueurs qui ont été re-signés qu'on peut pas transférer avant une certaine date, mais surtout en fait, il y a des règles qui vont être importantes aujourd'hui, notamment la règle Stepien, qui empêche une équipe de se séparer de son premier tour de draft pendant 2 années de suite, et aussi la règle du rookie désigné, du rookie designated player, la designated, j'arriverai jamais à le dire ce mot, la designated rookie exception, qui explique qu'une équipe en fait dans son effectif, elle peut disposer que d'un joueur qui a signé le max suite à son contrat rookie si elle l'a pas drafté elle-même. Et en fait le truc c'est qu'à Brooklyn, on a déjà Simmons qui a signé ce genre de contrat, donc ce sera pas possible pour les Nets d'avoir un autre joueur qui a ce type de contrat s'ils gardent Simmons. Donc en gros, pour faire simple, les Nets, s'ils se séparent pas de Ben Simmons, il y a 15 joueurs NBA qui pourront pas obtenir. Donc je vais pas tous les citer, mais sachez que tous les transferts qui incluront des joueurs comme Bam Adebayo, comme Joel Embiid, comme Devin Booker, comme Darius Garland, il y a Shai Gilgeous-Alexander aussi, Donovan Mitchell, Jamal Murray, Andrew Wiggins ou Michael Porter Jr. aussi, vous trouverez la liste facilement. Tous ces trades qui impliquent ces joueurs, si Simmons reste aux Nets, ils ne pourront pas avoir lieu à cause de cette exception des contrats rookies. Donc en fait, il faut se rendre compte que tout ça, ça limite les options de pas mal de teams, et ça n'aide pas les Nets. Par exemple, les Nuggets, on parle beaucoup des Nuggets, les Nuggets, ils peuvent pas envoyer Porter Jr. et pas Jamal Murray aux Nets, donc ça veut dire que si les Nuggets veulent KD, et ça on le voit dans les rumeurs de temps en temps, il faudra prendre une troisième équipe, parce que Porter Jr. par exemple, comme je le vois dans pas mal de propositions de trade, eh bien Porter Jr. non, il ne peut pas aller aux Nets. Donc voilà, c'est comme ça, et c'est les règles qu'il faut respecter en NBA. Maintenant, j'ai déjà fait ce genre de contenu, et je vous vois venir. Vous allez dire que là, dans la plupart de mes propositions de transfert, les Nets se font avoir. Et c'est sûr qu'il y a de grandes chances qu'ils se fassent avoir s'ils trade KD, parce que c'est le jeu. KD fait partie des meilleurs joueurs NBA, ce sera difficile d'avoir un joueur qui est aussi bon. En fait, souvent, en NBA, quand ta superstar demande à partir, il faut se rendre compte que tu ressors rarement gagnant. Alors à Brooklyn, à mon avis, on va surtout chercher des pics, des premiers tours de draft, autant que possible, des jeunes prometteurs et des fins de contrat pour essayer de penser au futur. Donc évidemment, comme je disais, à l'instant T, ce sera quasiment impossible d'obtenir aussi bien que KD, mais pourquoi pas dans le futur essayer de prévoir quelque chose. À mon avis, c'est vers là qu'ils vont se tourner les Brooklyn Nets. Donc c'est ce que je vais essayer de proposer au maximum dans les offres que je vais présenter aujourd'hui. Mais en plus de ça, si dans une offre, ça peut leur permettre de rester performants à court ou moyen terme, ils vont pas se priver. Donc ce sera toujours un avantage. Pour moi, priorité au futur dans un trade de KD, mais si tu peux rester performant, c'est encore mieux. Après, on le sait, forcément, pour un joueur comme Durant, les Nets vont être exigeants. Et c'est pour ça que
pour moi, quand des équipes vont faire des offres, je vais pas lésiner sur la jeunesse et sur les pics, parce qu'en plus de ça, il risque d'y avoir de la concurrence. Il y a pas mal d'équipes qui potentiellement sont intéressées comme par un joueur comme KD, et si on a plusieurs, c'est facile. Si une équipe fait une offre et qu'une autre veut faire mieux, elle sera obligée de faire grimper les enchères, et ça... Cette concurrence entre les équipes, ça peut aller dans le sens des Nets, et heureusement finalement. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, pour toutes les équipes que je vais présenter, j'ai essayé de formuler à la fois la meilleure offre possible, mais réaliste aussi, et envisageable pour les équipes que je vais présenter aujourd'hui. Cependant, il faut en être conscient, si ça se trouve, même ces offres-là, elles ne conviendront jamais aux Nets, parce qu'il y a un monde, et un monde qui est vraiment probable, où à la reprise, l'ailier sera encore à Brooklyn, vu qu'il est sous contrat jusqu'en juin 2026. Bien sûr, KD a dit qu'il voulait pas rester aux Nets, il a lancé un ultimatum à ses dirigeants, il leur a dit c'est le front office ou moi, et Joe Tsai d'ailleurs le proprio a dit qu'il soutiendrait le front office, donc tout ça va dans le sens que ouais, ils vont essayer de trade Durant, mais s'ils n'ont pas l'offre qui arrive sur la table, pourquoi pas être patient, un petit peu comme les Sixers l'ont fait avec Ben Simmons l'année dernière. Mais ce monde, on va l'oublier pour le contenu d'aujourd'hui. Là on se met en mode, il va falloir absolument trade KD, on va oublier, même si la possibilité est probable, on va oublier la potentialité qui reste aux Nets, et moi je vais vous présenter 6 offres que les Nets pourraient, selon moi, potentiellement recevoir sur la table, en fonction des équipes, comme j'ai dit, qui sont dans les rumeurs, et vous, à chaque fois, vous allez me dire si ces offres, en tant que GM des Brooklyn Nets, par exemple, vous les accepteriez pour Kevin Durant, connaissant la situation. Donc je finirai, si j'ai le temps peut-être, pour réagir en direct à quelques trades que vous m'avez envoyés sur Insta, là, sur les réseaux, et ça nous fait déjà un programme bien plein, donc je vais arrêter de blablater, on va y aller, et on va présenter les trades. Et mon premier trade concerne les Boston Celtics, et c'est vrai que là, j'ai commencé par eux, parce que très régulièrement, ces derniers temps, on entend parler des Celtics. A priori, Boston se montrerait intéressé, en tout cas selon les rumeurs, et il y a d'autres rumeurs qui affirmaient que les Nets, eux, ils voulaient Tatum et Brown pour KD, rien que ça, mais ça on sait le très bien, ça n'arrivera pas, parce que Tatum semble vraiment intouchable à Boston. Après, est-ce que les Celtics ont vraiment raison de vouloir remodeler autant l'effectif, alors qu'ils sortent juste d'une finale, parce que forcément, si tu veux KD, tu vas être obligé de te séparer de certaines pièces importantes, à voir. Mais c'est vrai que pour obtenir un joueur comme KD, malgré la mauvaise réputation qui s'est faite hors terrain, mais ça peut en valoir la peine si tu veux jouer le titre. Et clairement, Boston joue le titre. Et avec un KD, on a un mec qui sur le parquet, qui est capable, s'il veut, d'être limite le meilleur joueur de la NBA ou pas loin. Et quand tu ajoutes un tel talent dans ton équipe, déjà que tu jouais le titre l'année d'avant, même si tu te sépares de quelques pièces, à mon avis, tu continues à le jouer. Du coup, j'ai essayé de formuler une offre qui pourrait potentiellement plaire aux Nets. En tout cas, je me suis dit que ça pourrait leur plaire, qui fonctionne financièrement et évidemment qui respecte les règles NBA, toutes celles que j'ai citées tout à l'heure, et qui permet évidemment à Boston de conserver Tatum, parce que à mon avis dans un monde réel ça n'arrivera pas, même pour KD, que les Celtics se séparent de Tatum. Donc là ce qu'il faut savoir, c'est que du côté de Brooklyn, c'est qu'en plus on aimerait bien, en cas de trade de Kevin Durant, c'est ce qui se dit régulièrement, se séparer du contrat de Joe Harris. C'est vrai que c'est un bon shooter, Joe Harris, mais il est un petit peu unidimensionnel, il défend pas trop, il est payé cher, hein, quasiment 19 millions par an. Donc à mon avis, une équipe qui en plus de Kevin Durant prendra Joe Harris aura un avantage sur certaines autres. Donc voilà, vu que c'est un mec surpayé qui se blesse souvent ces derniers temps, j'ai inclus Joe Harris dans le trade de Boston pour leur donner encore plus de chance. Donc moi je reste assez persuadé que ouais, une team qui prendra Joe Harris aura un avantage. Du coup pour les Celtics, je me dis qu'on peut tenter un truc comme ça. On récupère Kevin Durant et Joe Harris, et en échange on crée un package autour de Jaylen Brown. Pour les salaires par contre, et même si ça va faire mal au cœur aux fans de Boston, et même aux non-fans de Boston, parce que j'ai beaucoup aimé ce qu'a donné à Horford, il n'y aura pas le choix, il faudra l'ajouter, parce que Horford c'est du 26 millions, et si tu veux égaler les salaires, t'as pas le choix. À part Horford, t'as pas grand monde à ajouter. Donc il va manquer, c'est sûr, à ces Celtics, au vu de son expérience et de ce qu'il a apporté en playoff, mais bon, pour avoir KD en gardant Tatum, c'est comme ça. Et le problème, c'est qu'en plus, je suis pas certain que les Nets tiennent beaucoup à Horford, donc c'est encore plus un crève-cœur de le mettre dans cette offre, mais pas le choix, je dis, pour une raison de salaire. Bien sûr, à Brooklyn, Hall, il apporterait de la défense dans la peinture, mais je pense qu'il faudra plus aux Nets pour les convaincre. C'est pas vraiment une plus-value qui peut vraiment les convaincre d'ajouter à Horford là-dedans. Voilà pourquoi moi je complète avec 2 joueurs prometteurs, qui sont Grant Williams et Peyton Pritchard, mais aussi un premier tour de draft 2025 et un second tour 2023. Là je me dis que d'un côté comme de l'autre, on a au moins de bonnes bases,
au moins pour discuter. Je sais pas si le trade se fera comme ça, mais la base à mon avis elle me semble correcte. Les Celtics pourraient avoir un gros 5 avec Malcolm Brogdon, Marcus Smart, Jason Tatum, Kevin Durant et Robert Williams. Moi ce 5 il me fait kiffer. Sur le banc on perd quelques pièces c'est sûr, mais on a toujours des gars comme Derrick White, comme Joe Harris qui arriveraient, ou comme Danilo Gallinari qui peuvent vraiment faire le job, notamment en playoff vu comment c'est des gars expérimentés. Pour moi dans l'immédiat, clairement, tu fais ce trade, ça step up à Boston, j'en suis à peu près certain. Du côté des Nets en plus je me dis que c'est pas si mal. Ok tu te sépares de KD mais il veut partir, et ça reste compétitif vu que ça pourrait faire un 5 qui serait composé de Kyrie Irving, de Seth Curry, de Jaylen Brown, de Ben Simmons et de Al Horford. Franchement, si tout le monde est en bonne santé, et c'est pas sûr, hein, avec un mec comme Ben Simmons, avec un Al Horford qui vieillit, avec un Kyrie Irving, on sait même pas s'il va rester, mais en tout cas, ce 5 là, dans cette réalité hypothétique, à mon avis, ça fait les playoffs faciles, voire même encore plus si le fit fonctionne. Et en plus de ça, vu qu'on récupère Grant Williams, Peyton Pritchard et même quelques pics, notamment un futur premier tour, ça pense à l'avenir. Donc j'aime bien finalement cette offre. Et en plus de ça, si ça fonctionne pas, on peut toujours penser à transférer Al Horford et profiter de son contrat expirant, sur lesquels certaines équipes pourraient être intéressées, pour récupérer d'autres pics en cours de saison en disant Al Horford, nous il nous sert à rien, si vous voulez libérer 26 millions, donnez-nous quelque chose qui pourrait nous être important pour maintenant, quelques pics et on fait affaire. Donc à mon avis, si les Nets sont obligés de trade KD, cette piste Boston, si Boston est prêt à formuler une offre comme ça, elle peut être intéressante. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les Nets devraient accepter cette offre si elle arrivait sur la table, disons demain? Alors pour cette offre, si vous êtes général manager des Nets, vous êtes 55%, vous accepteriez cette offre en provenance de Boston. Donc maintenant on va voir les autres offres et on va voir s'il y a d'autres offres que le général manager des Nets accepterait, dans la mesure où bien sûr, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour chacune des équipes qui recevraient KD, j'essaye de formuler la meilleure offre possible, parce qu'il faut garder en tête pour toutes ces équipes, dans ce monde hypothétique dans lequel on est dans cette vidéo, que toutes ces équipes justement vont essayer de mettre la meilleure offre possible sur le plateau, parce qu'elles seraient à fond intéressées par KD. Donc à votre avis, si les Celtics proposent ça, en tout cas à 55% d'entre vous, ils peuvent obtenir KD, et ça c'est plutôt intéressant. Mon trade numéro 2 enverrait Kevin Durant à Toronto. Et dans les équipes listées comme potentiellement intéressées par le Slim Reaper, on a aussi les Raptors. C'est vrai que là, déjà, à Toronto, on a une équipe qui est intéressante, qui est prometteuse, et que si elle veut, elle peut faire les playoffs chaque année. Mais moi, je la sens trop limitée pour viser le titre actuellement. Et en plus, en 2019, l'expérience Kawhi Leonard nous l'a montré. À Toronto, on est capable de faire de gros coups pour faire venir de gros joueurs, même si c'est pour jouer un one-shot. Et même si KD, peut-être à la base, il sera pas forcément enchanté par l'idée de venir à Toronto, peu importe, parce que de toute façon les Nets ils l'enverront bien où ils veulent, et Durant n'aura pas son mot à dire. Et puis qui sait, là-bas, s'il se met à gagner et qu'il devient une idole au Canada, vu comment les fans sont bouillants là-bas sur leurs gros joueurs, mais peut-être qu'il finalement il se plaira à Toronto, hein. Il y a un monde où ça existe ça. Il pourra peut-être même profiter de l'occasion pour redorer son blason d'ici la fin de sa carrière, et ça lui ferait pas de mal, vu comment là dans le cœur des fans il est en train de baisser avec ses petits caprices et ses demandes de transfert. Bon, tout ça on en est loin pour le moment, on est dans le total what if, mais c'est aussi le jeu d'imaginer ce que pourraient donner ces différents trades de Durant. Par contre, évidemment, pour faire venir les liés chez les Raptors, ce sera pas gratuit, vous l'imaginez bien. Quand vous avez vu ce que Boston lâcherait, et bien si Toronto veut rivaliser, ils vont être obligés de lâcher pas mal. Et là, je me dis que le meilleur moyen de convaincre les Nets, c'est sûrement de formuler une offre autour du meilleur joueur des Raptors, c'est-à-dire Pascal Siakam. Alors je sais, ça va faire de la peine aux fans de Toronto, tant Siakam, après une saison et demie compliquée, il s'est vraiment rattrapé la saison passée, avec une grosse campagne qui a été fort respectable, mais au bout d'un moment, faut s'en rendre compte. KD et Siakam sur le terrain, c'est peut-être pas le même calibre de joueur, et je suis même pas super certain que ce soit complémentaire. Je me rappelle aussi qu'à l'époque où DeRozan est parti en échange de Kawhi, tout le monde râlait, tout le monde était triste du départ de DeRozan, mais quand ça a gagné le titre avec Leonard, on n'entendait plus personne qui regrettait DeMar DeRozan. Alors voilà, je me dis pourquoi pas retenter le même coup autour de Siakam pour choper KD. Mais le souci, vous vous en doutez aussi, c'est que seulement Siakam, pour Durant, ça suffira pas aux Nets. Absolument pas même. Voilà pourquoi à Toronto, et c'est ce que vous voyez dans le visuel là, il faudra lâcher encore plus pour des histoires de salaire déjà bien sûr, mais aussi pour des histoires de niveau. Donc déjà j'ajouterai OG Anunoby qui est très bon, que j'aime bien aussi, et justement qui a une bonne cote. C'est un excellent 3&D qui a progressé chaque année depuis qu'il est en NBA et qui pourrait vraiment plaire aux Nets, surtout que les Nets sont en recherche de défense, donc ça peut être pas mal. D'autant plus que les rumeurs disaient il y a quelques mois que Anunoby, il était pas forcément très heureux à Toronto, que son rôle lui convenait pas forcément, donc ça peut peut-être être le moment où sa cote est plutôt haute.
d'essayer de le transférer, surtout si c'est pour choper un joueur comme Durant. À ça, j'ajouterai Khem Birch aussi pour les salaires, et pour filer aux Nets un petit peu de viande dans la raquette, mais aussi 2 premiers tours de draft, parce que je pense que sans ça, ça manque vraiment d'assets pour le futur, et Brooklyn, ils ont besoin de ces assets pour le futur, et sans ces assets, ils accepteront pas le deal. Donc là, ça fait une offre bien pleine, moi je pense, sur laquelle on peut taffer, en tout cas une bonne base, d'autant plus qu'encore une fois, Brooklyn se séparerait de Joe Harris, donc ça leur plairait, je pense, comme j'expliquais juste avant, que de pouvoir se séparer de ce contrat. Joe Harris, de son côté, il peut, s'il est en bonne santé, il fera pas de mal aux Raptors avec son shoot, et j'aime bien les 5 que ça donne. À Toronto, on aurait d'un coup un 5 qui serait composé de Fred VanVleet, de Gary Trent Jr., de Scottie Barnes, de Kevin Durant et de Precious Achiuwa. Franchement, pour moi, ça step up clairement par rapport à la saison dernière, surtout avec des gars comme Joe Harris, comme Otto Porter Jr., comme Chris Boucher aussi sur le banc. L'équipe, elle aurait vraiment de la gueule autour de Kevin Durant, tandis qu'à Brooklyn, comme pour l'offre précédente, on pense à l'avenir avec les premiers tours de draft, même un petit peu aussi avec OG Anunoby, même s'il est plus tout jeune, mais on reste aussi compétitif pour le présent, avec un 5 qui serait composé de Kyrie, de Seth Curry, de OG Anunoby, de Ben Simmons et de Pascal Siakam. C'est très small ball ça justement, parce qu'on n'a pas de vrai pivot, c'est Siakam ou Simmons qui jouerait peut-être au poste 5, mais ça pourrait plaire à Steve Nash ce jeu small ball. Et en plus de ça, Nash, il aurait l'occasion de montrer que c'est un vrai coach, malgré les critiques qu'il reçoit ces derniers temps, et elles sont plutôt méritées à mon sens, ces critiques, en essayant d'apporter sa patte à une équipe, d'apporter sa signature, et se faire plaisir avec différentes possibilités de rotation, tandis que le front office, en récupérant les 2 premiers tours, comme je disais, ils pourront penser au futur. Donc moi, avec un trade comme ça, j'ai l'impression que Toronto progresse, et que les Nets récupèrent ce qu'ils veulent, s'ils doivent absolument trade Durant, en pensant à la fois au présent, à la fois à l'avenir. Mais vous, justement, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les Nets doivent accepter cette offre si elle arrive sur la table demain? Dites-moi tout ça, là, j'ai envie de voir vos votes. Alors pour les Raptors, vous êtes 41%. Si vous étiez le GM des Nets à accepter, parce que vous préféreriez l'offre des Celtics, et je comprends, moi aussi je préfère l'offre des Celtics. J'ai lu pas mal dans le chat, les Nets n'accepteront jamais cette offre sans Scottie Barnes, c'est vrai, c'est peut-être possible, et voilà, mais je pense que les Raptors, de toute façon, ils ont un Scottie Barnes qui est plutôt intouchable, c'est pour ça que j'ai essayé aussi de formuler la meilleure offre sans Scottie Barnes. Pour moi, s'il y a un mec qui est vraiment intouchable à Toronto, c'est Scottie Barnes, beaucoup plus que Pascal Siakam. Donc voilà pourquoi j'ai fait cette offre avec Pascal Siakam. Je préfère l'offre des Celtics également, donc 41% pour l'offre des Raptors, ça pète pas forcément très haut. Maintenant, s'il n'y a pas l'offre des Celtics, je me dis que ça peut être une solution à envisager, parce que ok, ils n'ont pas de joueur de niveau de Jaylen Brown, mais Pascal Siakam, c'est un potentiel All-Star aussi à Brooklyn, qui pourrait aussi continuer à progresser là-bas et faire du bien aux Nets, avec un 5 qui poserait des questions, mais qui serait assez intéressant et qui apporterait pas mal de défense et de qualité athlétique. À voir, moi cette offre, si c'était la seule que je recevrais dans une vie où tu es obligé de transférer Kevin Durant, je suis GM des Nets, je l'accepte. Maintenant, si j'ai aussi celle de Boston, pareil, je prends celle de Boston. Dans mon transfert numéro 3, Kevin Durant irait à Miami. Donc cette offre-là, ouais, ça envoie KD au Heat, qui eux aussi, selon les rumeurs, seraient intéressés. Mais encore une fois, les pauvres fans de Toronto peuvent pas se reposer, parce qu'elle va impliquer les Raptors. Parce que si vous vous rappelez bien, au début de ce live, je vous expliquais que les Nets, s'ils gardent Ben Simmons, ils peuvent pas récupérer Bam Adebayo. Donc on est obligé, si on formule une offre autour de Bam Adebayo, d'inclure une 3e équipe, et là je mets les Raptors. Mais bref, on va revenir à Miami, parce qu'on a déjà parlé des Raptors juste avant, et ce qui est sûr, c'est que l'équipe, depuis qu'il y a Jimmy Butler, elle fait partie des meilleures de la conférence Est. Le problème, c'est qu'à chaque fois, il leur manque ce petit truc là pour aller jusqu'au bout, finale en 2020, finale de conférence l'année dernière. Bah c'est bien, hein, mais ça compte pas dans les livres d'histoire, et le but c'est de gagner un titre. Et chaque année, en parallèle, de plus, à Miami, il faut être conscient que les cadres vieillissent et s'éloignent de plus en plus de leur prime. Pat Riley, tout ça, il doit le savoir, la fenêtre elle est pas non plus très grande, elle durera pas très longtemps, et s'il veut se bouger, c'est peut-être maintenant pour faire step up à fond la team, et à mon avis, s'il a moyen de le faire en faisant venir KD, il se privera pas. Pour ça, par contre, comme je disais, j'inclus cette 3e équipe, parce que pour moi, si Miami veut garder Jimmy Butler, ils auront pas le choix de se séparer de Bam Adebayo, qui lui irait du côté de Toronto. Je pense que ça ferait pas de mal aux Raptors d'obtenir un poste 5 niveau All-Star, un pivot du calibre de Bam Adebayo, et pour ça, moi je lâcherais OG Anunoby, pour les mêmes raisons que lors du trade précédent, ce que je disais, qu'apparemment il est mécontent de son rôle et qu'il pourrait potentiellement aller voir ailleurs, et qu'en plus de ça, il a une cote qui est assez exceptionnelle. J'agrémenterai tout ça du bon shooter, du bon 3&D qui est Gary Trent Jr., et aussi d'un premier tour de draft 2024, qui plaira aux Nets, et tout ça, ça pourrait permettre aux Raptors d'obtenir Bam Adebayo. Tout ça, c'est cool. Donc chez les
les Raptors, on pourrait se faire un 5 qui est assez hypant, qui serait composé de Fred VanVleet, de Scottie Barnes, de Otto Porter Jr., de Pascal Siakam et Bam Adebayo. Ça pourrait avoir de la gueule, et à mon avis, ça ferait déjà progresser l'équipe par rapport à cette année. Sauf que vous en doutez bien, Miami va pas juste lâcher Bam Adebayo pour avoir KD. Voilà pourquoi aussi, aux Nets, j'enverrai Tyler Herro, un jeune prometteur comme il cherche, ainsi que 2 futurs premiers tours de draft. Du coup, à Miami, on pourrait avoir un joli 5 là aussi. Il y aurait Kyle Lowry, Duncan Robinson ou Max Strus selon ce que veut Spoelstra, Jimmy Butler, Kevin Durant et Dewayne Dedmon. Bon, c'est pas ouf au poste 5, c'est sûr, Dewayne Dedmon si on perd Bam Adebayo, mais j'ai confiance en Spoelstra pour réussir à trouver des solutions. De toute façon, on lui demanderait surtout de faire les boueurs et de faire le sale boulot avec d'aussi bons joueurs à côté de lui. Et ce qui est clair, c'est que associer un Butler et un KD, pour moi, ça vaut le coup de se dépouiller si tu peux faire cette association-là, tant ça peut être fou des deux côtés du terrain. Et du côté des Nets, ok. On est moins compétitif avec cette offre-là que si on chopait Jaylen Brown ou Pascal Siakam, mais avec Tyler Herro et 3 futurs premiers tours de draft, on pense vraiment énormément à l'avenir, plus que dans les autres offres à mon sens. Et franchement, avec un 5 qui est composé de Kyrie, de Seth Curry, de OG Anunoby, de Ben Simmons et de Nicolas Claxton, on peut aussi mettre Herro dans le 5, la place de Seth Curry, ça se discute, mais sur le banc sinon, si on met Curry dans le 5, on aurait Tyler Herro en 6ème homme, on aurait du Trent Jr. aussi, du TJ Warren, du Patty Mills, du Cam Thomas, du Royce O'Neal. Franchement, il y a une vraie profondeur de banc, et ça peut quand même clairement faire les playoffs. Du coup, je me dis c'est pas mal. Ce serait du côté de Brooklyn, c'est moins un trade pour le présent, mais davantage tourné sur le moyen et long terme par rapport aux 2 premières offres, et sans pour autant non plus totalement sacrifier le court terme. Donc, à mon sens, les 2 autres équipes, les Raptors avec Adebayo et le 8 avec Durant, progressent elles aussi significativement. Donc ça peut le faire. Mais voilà, encore une fois, je vous pose la question, qu'est-ce que vous en pensez, vous, si vous étiez le GM des Nets et que cette offre arrivait sur la table, disons ce soir, est-ce que vous accepteriez ce trade? Pour ce trade qui enverrait Kevin Durant au Heat, vous pensez à 39% seulement que les Nets accepteraient. C'est assez rigolo d'ailleurs, j'ai vu tous ceux qui ont accepté pensent que les Nets vont vraiment penser à l'avenir, et c'est vrai que ça c'est un trade en apportant 3 futurs premiers tours de draft permet vraiment de penser à l'avenir comme je l'ai expliqué. Bien sûr que là tout de suite, et c'est pour ça aussi que beaucoup ont voté non, tout de suite il régresserait Brooklyn, c'est sûr et certain, à voir ce que ça donnerait pour le futur, parce qu'il commencerait à avoir quand même tout un paquet de tours de draft, notamment après le trade de James Harden l'an dernier à Philadelphie, mais c'est sûr que sur le moment il régresserait, et en parallèle il pourrait renflouer une équipe comme le Heat et comme les Raptors même, qui choperait Adebayo, qui serait concurrente. Donc maintenant, est-ce que les Nets veulent vraiment jouer le titre encore, et c'est vraiment si important que ça de renforcer au nom des concurrents? J'en sais rien. C'est vrai que dans la mesure où, et c'est ce que vous pensez, dans la mesure où les Nets veulent être compétitifs, c'est très risqué de faire un trade comme ça. Si les Nets s'en foutent un petit peu plus du présent et que tu penses plus au futur, pour moi c'est une offre à accepter. Mais selon vous, les Nets vont plus penser au présent, donc vous n'êtes que 39% à penser que les Nets accepteraient. Donc désolé Miami, à mon avis ce sera difficile de proposer mieux, et a priori KD, ça va être difficile de l'avoir. Mon transfert numéro 4 envoie Kevin Durant du côté de la Nouvelle-Orléans. Parce que oui, dans les rumeurs, régulièrement, on entend souvent parler des Pelicans. Je suis pas sûr que KD ait très envie d'aller là-bas, mais comme je disais tout à l'heure, il aura pas son mot à dire. Eux, j'avoue, je m'y attends pas trop, j'y crois que moyennement, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? En vrai, je trouvais que l'an dernier, en play-off, que l'équipe était déjà très prometteuse, et encore plus depuis l'arrivée de CJ McCollum. Et je me disais que là, le mieux à faire du côté de Nola, c'était limite de toucher à rien, et d'attendre tranquillement le retour de Zion, en croisant les doigts pour qu'il reste en bonne santé. Mais bon, j'avoue que si t'as l'occasion de progresser encore plus en faisant venir KD, peut-être que tu te priveras pas, et essayer d'aller le plus loin possible, le plus vite possible de toute façon. Bon là par contre à mon avis, si tu veux avoir Kevin Durant, t'auras pas le choix, faudra faire une offre autour de Brandon Ingram. Franchement KD et Brandon Ingram, ils ont le même profil quasiment, et sur le terrain je les imagine pas du tout complémentaires, et encore plus si on ajoute un Zion Williamson autour d'eux. KD c'est limite un Ingram en plus vieux, en plus expérimenté, en plus talentueux, en tout simplement plus fort quoi. Donc forcément, du coup, ça ferait progresser les Pelicans d'avoir un Durant à la place de Ingram. Je parle pas du tout du caractère, je parle sur le terrain avec un KD qui est impliqué et en bonne santé. Sauf que comme d'hab, c'est certain, juste filer Ingram, ça suffira pas aux Nets, qui voudront, comme je disais, s'ils le peuvent, se débarrasser de Joe Harris, mais aussi obtenir des assets pour l'avenir. Je pense que il faut pas penser que les Nets veulent être compétitifs et veulent jouer le titre dès la saison prochaine. À mon avis, leur objectif numéro 1, ce sera de penser à l'avenir. Voilà pourquoi, pour avoir Durant, j'obligerai Nola à lâcher Jackson Hayes, je lâcherai aussi 2 premiers tours de draft qui appartiennent aux Lakers, et c'est pas mal, parce que chez les Pelicans, depuis le transfert de Anthony Davis, on est blindé en tour de draft. Donc on peut s'en séparer de quelques-uns, tout en gardant les siens, et ça j'aime bien l'idée. On ajouterait également Devonte Graham dans cette offre, surtout pour une question
de salaire, et vu comment il était décevant la saison passée, ce serait pas non plus une immense perte. Et là, en vrai, moi je me dis, à part Ingram, la Nouvelle-Orléans se sépare vraiment d'aucun joueur vraiment majeur. J'aime beaucoup Larry Nance Jr., ça c'est sûr, j'aime beaucoup Larry Nance Jr., mais bon, si tu récupères Kevin Durant, au bout d'un moment tu l'oublies, et j'aime bien le 5 que ça pourrait donner du côté de la Nouvelle-Orléans. Il pourrait refaire un énorme projet tall ball, comme il le faisait dans les derniers playoffs, avec un 5 qui serait composé de McCollum, de KD, de Herb Jones, de Zion et de Valanciunas. Tout ça c'est plutôt hypant. Des mecs solides sur le banc comme Joe Harris, comme Trey Murphy III et comme José Alvarado. C'est plutôt propre, et ça peut faire des dégâts, je pense, avec tout le monde en bonne santé. À Brooklyn, c'est la même. On a tout ce qu'on veut, on reste compétitif à l'Est, je pense, sans parler de jouer le titre, mais tu peux faire les playoffs avec Kyrie Irving, Seth Curry, Brandon Ingram, Ben Simmons et Nick Claxton. Tu remplis le banc avec des joueurs comme Jackson Hayes ou comme Larry Nance Jr. Et du coup, moi, à la base, je me disais que j'étais contre le fait que les Pels démolissent leur effectif pour KD, mais je me dis finalement, en imaginant ce que ça peut leur donner à court terme, why not? Je me dis que les deux équipes dans un transfert comme ça pourraient plutôt atteindre ce qu'elles cherchent, et encore plus, si Nola veut gagner vite et convaincre Zion de re-signer définitivement, bah tu lui montres que tu veux être compétitif, tu lui montres que tu as des ambitions, tu lui montres que tu es prêt à faire des mouvements pour être compétitif, et faire venir Kevin Durant, à mon avis, c'est un des meilleurs moyens. Mais vous, mettez-vous plutôt dans la peau du general manager des Nets, est-ce que vous accepteriez cette offre si elle arrivait sur la table ce soir? Ok, alors pour le moment, ce trade qui implique les Pelicans, c'est celui qui vous le plaît le plus, et j'ai lu même pas mal dans le chat que vous penseriez que ce serait gagnant-gagnant, donc ça vous plaît pas mal, parce que vous êtes 87% à dire si les Pelicans proposent ça, les Nets doivent accepter. Donc pour l'instant, vraiment et de loin, c'est celui que vous préférez, et ce que j'aime bien, c'est que même selon vous, si vous êtes GM des Pelicans, vous acceptez aussi. Donc pour l'instant, on est sur un trade qui plaît, qui a l'air clean et qui plaît à la commu, ça fait plaisir. Pour le moment, c'est celui qui est en tête, et si Nola proposer ce type d'offre, et bien Kevin Durant pourrait bien aller du côté des Pelicans. On va voir ce que ça donne avec les deux prochaines offres que je vais vous proposer. Mon prochain transfert envoie Kevin Durant du côté de Philadelphie. Et si je parle des Sixers, c'est juste que récemment, KD aurait dit que c'était l'une de ses destinations favorites. Le souci, c'est que à la fin, je le dis depuis le début, c'est pas lui qui choisira, ce sont les Nets qui auront le dernier mot. Alors même si cet été, on le voit, Durant passe énormément de temps avec James Harden, ils s'entraînent même ensemble du côté de Barcelone, et que visiblement il adorerait jouer avec Joel Embiid, et bien pas sûr que ça se fasse, parce que Durant il a beau dire ça, c'est pas lui qui décidera encore une fois. Et pour que ça se fasse, il va falloir que Philadelphie propose une offre qui convainque Brooklyn. Et ça, c'est peut-être là que ça va clocher, c'est peut-être pas gagné. Parce que même s'il y a un an, à l'époque du trade de Harden, on avait un Tyrese Maxey et un Matisse Thybulle qui semblaient vraiment intouchables et qu'ils ont réussi à garder. Là, je pense que s'ils veulent ne serait-ce qu'une mini chance d'obtenir KD et d'avoir une chance que les Nets acceptent de discuter avec eux, il n'y aura pas le choix que se débarrasser des deux, je pense. Surtout qu'en fait, en termes de tour de draft, les Sixers se sont déjà dépouillés pour faire venir Harden, et en raison de la règle steppienne dont je parlais tout à l'heure, ce sera impossible de trop refourguer de premier tour. Du coup, voilà pour moi l'offre maximum que peuvent faire les Sixers, qui se situe autour de Tobias Harris, pour des raisons de salaire notamment, même s'il reste sur un bon joueur, et à Tobias Harris, bon il peut faire du bien quand même Tobias Harris, à lui on ajoute des jeunes prometteurs, comme je disais, Matisse Thybulle et Tyrese Maxey. On peut même ajouter Furkan Korkmaz, qui peut mettre quelques shoots pour pas cher, même si c'est pas non plus un joueur à mon avis qui va vraiment convaincre les Nets. Tout ça c'est pas mal, mais le problème à mon avis il vient d'ailleurs. Comme je l'expliquais juste avant, les Sixers pourront pas lâcher de premier tour de draft avant 2019. J'ai eu beau essayer de compléter avec tous les seconds tours de draft du monde, pas sûr que ça suffise aux Nets, à voir. Et si t'impliques une troisième équipe, c'est pareil, il va leur falloir des assets suffisants pour choper des tours de draft et les refourguer aux Nets, et je sais pas qui vraiment les Sixers peuvent filer en plus. Tu vas filer qui? Un Shake Milton? Je suis pas sûr que tu récupères un tour de draft, un Shake Milton. Donc en vrai, faut voir, si les Nets reçoivent rien d'autre comme offre et que les Sixers proposent ça, faut voir, mais en vrai, moi je suis pas forcément convaincu, parce qu'à Philadelphie, j'ai l'impression qu'on n'est pas parti dans cette idée de recrutement, et ce qui a été fait, je trouve pas ça déconnant. En fait, on a essayé de résoudre les principales failles de la saison dernière en ajoutant des guerriers et de la profondeur, avec du PJ Tucker, du DeAnthony Melton, du Daniel House, et est-ce que faire tout ça pour tout démolir à nouveau pour obtenir une star, est-ce que c'est un bon plan? J'en sais rien. Après, oui, si, bien sûr, tu te dis oui, parce que la réponse est oui, tu craches pas sur un Kevin Durant quand tu peux avoir un Kevin Durant et que t'es dans le win now, mais tu prends quand même des risques, et tu te retrouves avec des failles qui sont assez similaires à celles de l'année dernière. Donc voilà, après on pourrait quand même avoir un 5 qui est assez hypant, avec Harden, avec Melton, avec KD, avec PJ Tucker et avec Joel Embiid, ça a de la gueule, mais le banc il serait désert. On aurait du Shake Milton et du George Niang, ça va pas casser trois pattes à un canard. Alors ok, si les Nets acceptent une telle offre, je vois pas Philadelphie refuser ce trade en disant on va dépouiller notre banc, peut-être qu'ils trouveront des solutions pour le
remplir, parce que en même temps c'est vrai que du côté de Brooklyn ce serait pas dégueu non plus. On aurait Kyrie Irving, Tyrese Maxey, Joe Harris, Ben Simmons et Nicolas Claxton avec un gros banc où on aurait SS Curry, Matisse Thybulle et tous les joueurs déjà présents que j'ai cités déjà tout à l'heure. On aurait du Cam Thomas notamment, on aurait du Patty Mills, enfin il y aurait du monde et même s'il n'y a pas trop de tours de draft, parce que le premier tour arrivera en 2029, tu paries un minimum sur l'avenir avec du Tyrese Maxey et du Matisse Thybulle. Mais par contre, moi je pense que les Nets ils veulent vraiment des tours de draft et on n'est pas loin du néant pour ça. Donc voilà, peut-être que vous aurez un avis différent, mais pour moi, que ce soit pour le présent ou le futur, Brooklyn pourra peut-être trouver mieux ailleurs au vu des offres qu'on a déjà évoquées. Maintenant, pourquoi pas, hein, en cas de désespoir, en dernier recours, si aucune des offres n'est proche de celle que j'ai proposée avant et que Brooklyn a que ça sur la table, ouais, c'est déjà pas si mal. De toute façon, si Kevin Durant peut pas jouer aux Nets, bah c'est toujours mieux que rien de récupérer ça. Mais moi, c'est pas un des trades qui me convainc le plus. Donc même si Philadelphie est régulièrement dans les rumeurs, je suis pas sûr. Je pense que Philadelphie aimerait bien Kevin Durant, mais je suis pas sûr que Philadelphie ait les assets suffisants pour le faire venir. Mais vous dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que les Nets doivent accepter une telle offre si elle arrive dans leur boîte aux lettres de demain soir? Et ben voilà, dites-moi tout, j'ai envie de savoir. Du coup, KD aux Sixers. Vous seriez quand même, je pensais pas que ce serait un si grand chiffre, vous seriez 35% à accepter si vous étiez le general manager des Nets. Donc c'est vrai que c'est par rapport aux autres trades, c'est le trade qui est le plus bas pour le moment, mais ça montre pas que c'est un non définitif. Peut-être que si les Nets ont que cette offre-là, un KD à Philadelphie, c'est possible. Moi, je suis pas sûr que Daryl Morey ait envie de se séparer de tous ses assets pour Kevin Durant, mais bon, si Kevin Durant veut vraiment venir à Philadelphie comme il se dit, et que Daryl Morey veut vraiment créer une super team avec tout plein de stars comme il se dit aussi, ben pourquoi pas proposer ce type d'offre, pourquoi pas tenter de se dépouiller de son banc pour avoir KD, et mine de rien, 35% pour les Nets, ben c'est pas zéro, je m'attendais à un chiffre beaucoup plus bas, donc cette offre est peut-être pas si impossible que ce que j'imaginais vu vos votes. Donc le dernier trade que je vous propose, à nouveau un trade à 3 équipes, hein. Je suis pas allé plus haut que 3 équipes, même si c'est toujours rigolo d'ajouter 4, 5 équipes, ça se transforme vite en usine à gaz et ça devient tout et n'importe quoi. Donc je vous ai fait un deuxième trade à 3 équipes, et quand je fais ça, c'est que pour les règles que j'ai expliquées tout à l'heure, la designated, j'arrive toujours pas à le dire, rookie exception, il y a un joueur que les Nets ne peuvent pas recevoir s'ils gardent Ben Simmons. Et comme je le disais aussi tout à l'heure, je suis pas sûr que les Nets vont transférer Ben Simmons cet été, tellement la cote de Ben Simmons est basse, et à mon avis c'est le pire moment pour le transférer. Si les Nets veulent transférer Simmons, ils ont tout intérêt à essayer de le faire jouer et de montrer qu'il peut être en bonne santé et en bonne disposition mentale. Le transférer maintenant, limite t'auras rien et tu seras obligé d'ajouter des trucs pour que quelqu'un l'accepte, donc ce serait le pire moment. Donc pour moi, imaginez par exemple justement un Michael Porter Jr. comme j'ai mis dans ce trade à Brooklyn, c'est pas possible parce que les deux ont ce contrat rookie, ce contrat max suite à leur contrat rookie, et du coup Ben Simmons à mon avis restera à Brooklyn. Donc voilà, sur cette dernière offre qui enverrait KD aux Nuggets, ben je sais que du côté de Denver, déjà on compte beaucoup sur les retours de blessures de Jamal Murray et de Michael Porter Jr. Et c'est vrai qu'au côté de Jokic qui est double MVP, ça peut envoyer du très lourd. Sauf que pour l'instant, ces deux gars-là, qui reviennent de grosses blessures, on sait pas du tout à quel niveau ils vont revenir. Ni l'un ni l'autre d'ailleurs. Et surtout, on sait pas s'ils vont pouvoir rester en bonne santé sur le long terme. Si tous les voyants restent au vert pour Denver, c'est clair, hein, même sans trop bouger l'équipe, la team, il peut vraiment s'afficher un outsider du côté de la conférence Ouest. Mais au vu des interrogations qui existent, ben je miserai pas non plus 100 balles sur eux pour le titre, parce que pour le moment ça paraît, même si Michael Porter Jr. et Jamal Murray sont de grands joueurs, que Jokic est un joueur légendaire, est-ce que ça peut aller au titre? Ben j'en suis pas certain, Du coup, pourquoi pas ne pas tenter le coup pour faire venir Kevin Durant, comme je l'ai entendu dans certaines rumeurs d'ailleurs qui envoient Kevin Durant du côté du Colorado. Lui à court terme, ben des certitudes, a priori au moins sur le terrain, il en apporte, et clairement il peut aider l'équipe à franchir une étape. Le souci, comme on l'a dit en début de vidéo, ben c'est ce que je disais tout à l'heure, les Nets peuvent pas accueillir Michael Porter Jr. s'ils gardent Ben Simmons. Et le problème est bien là, parce que pour moi, Denver pourra pas faire venir KD s'il garde aussi Michael Porter Jr. Voilà pourquoi dans ce trade, j'ai intégré les Grizzlies qui récupéreraient MPJ, mais aussi Christian Brown et un second tour de draft. Donc les Grizzlies, ça leur ferait des bons petits joueurs, hein, qui arriveraient de leur côté. Et en échange, ils fileraient Steven Adams, Dillon Brooks et un premier tour 2023 qui iraient tous à Brooklyn. Bon, j'avoue, ça peut faire un peu beaucoup pour les Grizzlies, qui se sépareraient de pas mal de pièces importantes pour recevoir surtout Michael Porter Jr., dont on le sait, la santé est assez incertaine. Mais bon, est-ce que ça vaut pas le coup de prendre un risque? Porter Jr. est encore très jeune, et à Memphis, je suis sûr qu'il pourrait se développer. Il faut rappeler qu'avant de se blesser, après la blessure de Murray à Denver, il a été capable de tourner à 27 points par match, hein, c'est quand même très lourd. Donc après, s'il
revient en forme, il pourrait devenir un lieutenant de Morens, comme il n'en a pas aujourd'hui. Et sera sans aucun doute plus fort et plus efficace que n'importe laquelle des pièces qui perdent dans cette idée. Surtout qu'on a Zeke Enaji et Christian Brand qui pourraient être des paris intéressants, moi je pense, pour l'avenir. Donc je suis pas sûr que les Grizzlies prennent un tel risque en vrai, surtout que je leur ai fait aussi envoyer Ziaire Williams du côté des Nets pour leur plaire aux Nets et pour que le trade puisse se faire. Mais bon, disons que dans notre monde virtuel où KD part et où les Grizzlies récupèrent MPG, ils le font. Et en vrai, avec un 5 qui serait composé de Ja Morant, de Desmond Bane, de Michael Porter Jr., de Triple J et de Brandon Clark, pour moi ils pourraient aller loin ces Grizzlies, vraiment, surtout avec des gars comme Tyus Jones que j'ai beaucoup aimé sur le banc. Tyus Jones, il a fait une grosse saison l'année dernière. Sauf que là encore, on s'en doute, à Denver, faudra lâcher plus pour avoir KD. Voilà pourquoi Denver enverrait à Brooklyn des assets pour l'avenir, comme Bones Island que j'aime beaucoup. Brooklyn récupérerait aussi Ziaire Williams et ça pourrait déjà faire pas mal, surtout avec un premier tour de draft 2029 avec la règle stépienne, c'est le plus récent qui est disponible. À Denver, on se retrouverait avec un 5 qui serait composé de Jamal Murray, de KCP, de Kevin Durant, de Aaron Gordon et de Nikola Jokic. Franchement, c'est plutôt très lourd. Une team comme ça joue le titre direct. Mais à Brooklyn, est-ce qu'on aurait ce qu'on veut? Suite à un deal comme ça, on pourrait faire un 5, là encore, moi j'aime bien parler des 5, qui serait composé de Kyrie Irving, de Seth Curry, de Dylan Brooks, de Ben Simmons et de Steven Adams. Bon, c'est pas ouf, c'est clair, mais ça peut viser les playoffs. Mais sur le banc, on serait bien aussi, avec du Bones Island, du Ziaire Williams et des tours de draft qui permettraient de penser à l'avenir. Et même si c'est clairement pas la meilleure offre qu'ils pourraient recevoir au vu de ce qu'on a vu en avant pour le moment présent, j'ai l'impression que pour l'avenir, elle répond au moins partiellement à leurs exigences. Maintenant, est-ce que j'y crois? Moyen. Est-ce que les Nets accepteraient? Pas sûr. Cependant, je me dis que même si c'est assez tarabiscoté, je me dis que si KD doit absolument partir et que toutes les équipes concernées, elles pourraient trouver leur compte dans un deal comme ça. Que ce soit les Grizzlies en apportant un vrai lieutenant à Ja Morant, ou les Nuggets en jouant directement le titre avec KD, ou les Nets en ayant une team pas dégueu sur le présent, mais en pensant également à l'avenir, en ayant les bonnes pièces finalement pour essayer de jouer les playoffs. Mais vous en pensez quoi? Est-ce que si les Nets proposaient une offre comme ça, les Nuggets et les Grizzlies proposaient une offre comme ça, les Nets accepteraient? Dites-moi tout, on lance le sondage, j'ai envie d'avoir votre avis. Alors pour cette offre qui enverrait KD aux Nuggets, j'ai beau essayer de leur avoir mis plein de pièces et de leur apporter Ziaire Williams aussi, même si je suis pas sûr que les Grizzlies veulent s'en séparer, et pour vous c'est clairement la pire offre que pourraient recevoir les Nets dans tout ce que je vous ai proposé, et j'ai tendance à vous rejoindre aussi, parce que vous êtes 19% seulement à penser que les Nets accepteraient. Et en plus de ça, moi personnellement, j'ai fait cette offre parce qu'on parle des Nuggets et qu'on avait parlé des Grizzlies aussi de temps en temps, je l'ai vu dans les rumeurs, qui pourraient potentiellement participer à un trade de KD, potentiellement récupérer MPJ. MPJ, comme je disais, en bonne santé, à mon avis, ça peut faire un bon lieutenant de Ja et ça peut faire step up la team, mais c'est quand même risqué pour des Grizzlies qui sont dans une bonne dynamique. Et si les Nuggets veulent lâcher KD, j'ai essayé vraiment d'envoyer le maximum de pièces aux Nets, mais même ça, les Nets, moi je suis pas sûr qu'ils kiffent. Bones Island, c'est cool pour l'avenir, Ziaire Williams, c'est cool pour l'avenir, mais c'est quand même assez intriguant. 2 premiers tours de draft, on sait pas non plus à quelle hauteur ils seront, c'est assez intriguant aussi. Steven Adams, ok, il sera free agent à la fin de l'année, il peut apporter des choses en défense du côté des Nets, mais à mon avis ils veulent pas construire un trade autour de ça. Je suis assez d'accord avec vous, ce trade difficile à accepter du côté des Nets, même si au moins ça ce serait un trade qui permettrait de pas renforcer des concurrents directs, un petit peu comme celui aux Pelicans, qui renforcerait des équipes de la conférence Ouest, mais là-dessus ouais, 19%, à mon avis, on est assez d'accord, c'est le pire trade que pourraient accepter les Nets, mais j'ai voulu aussi faire un trade où KD irait aux Nuggets, comme certaines rumeurs le disent, et comme vous le voyez finalement c'est assez difficile de l'imaginer là-bas. Et maintenant je vous ai fait 2 petits trades, et en fait là je me suis amusé sur Instagram à vous demander des transferts où vous enverriez vous-même Kevin Durant ailleurs, et bien sûr en respectant les règles, la rookie exception, la Stepien rule bien entendu, et j'ai reçu pas mal de trucs, j'en ai gardé deux qui me semblaient intéressants. Je sais que vous avez été nombreux à participer, j'ai pas voulu non plus en garder 10 pour pas faire trop doublon avec ce que j'avais fait. J'en ai gardé 2 qui me semblaient plutôt intéressants et auxquels je vais réagir en direct, parce que ça nous fait 2 solutions en plus qui sont peut-être un petit peu moins dans les rumeurs, mais qui vont apporter encore de l'eau à notre moulin. Et comme vous le voyez, le premier enverrait Kevin Durant du côté de Cleveland en compagnie de Cam Thomas. Ça peut être assez intéressant. Moi, si j'ai choisi ce trade, c'est que je l'aimais bien. Les Cavaliers, eux, se sépareraient de Cedi Osman, de Caris LeVert, de Jarrett Allen, d'un premier tour de draft et d'un second tour. Franchement, pour moi, les pièces sont pas mal. Alors, je sais que Cleveland tient très fort à Jarrett Allen, mais si c'est pour avoir Kevin Durant, à mon avis, tu le lâches, Jarrett Allen. Caris LeVert, oui.
Cleveland y tient aussi, mais sauf que pour le moment, Caris LeVert, il apporte beaucoup d'incertitudes, beaucoup de questions, beaucoup de doutes. Ça fait longtemps qu'il n'a pas fait une saison au complet, et on ne sait pas ce que ça veut devenir. Donc Kevin Durant, c'est plutôt cool. Cedi Osman, j'ai l'impression qu'il est sur la liste des transferts depuis 10 ans maintenant. Donc pour moi, Cleveland, s'ils proposent ça et qu'ils arrivent à avoir Kevin Durant et en plus Cam Thomas, c'est pas mal. En fait, moi, cette offre que nous a faite Alvin sur Instagram, j'aime bien la base. Pour moi, Cleveland lâche pas assez. J'aurais peut-être rajouté un premier tour de draft, et encore plus si les Nets se séparent de Cam Thomas et ne se séparent pas de Joe Harris. J'aurais sûrement enlevé Cam Thomas du deal et peut-être rajouté un premier tour de draft. Faudrait voir au niveau de la règle stépienne comment c'est fait, mais ou peut-être au moins un deuxième tour. Sinon, ouais, en tout cas, bon boulot d'Alvin, je trouve. C'est une offre qui ferait vraiment step up Cleveland, je pense. On cherche une star, parce que Darius Garland ne peut pas faire tout seul. Caris LeVert, il sera peut-être pas cette star. Jarrett Allen manquera dans la raquette, mais pourquoi pas tenter de faire jouer Evan Mobley au poste 5. Non, Alvin nous a fait du taf sérieux. Peut-être Cam Thomas est en trop, peut-être que Cleveland devrait lâcher un peu plus, mais je pense que c'est pas mal. Et du côté de Brooklyn, surtout s'il y a un pic de draft en plus et qu'on garde Cam Thomas, on choperait un vrai pivot protecteur de cercle comme ça cherche depuis au moins 3 ans. Jarrett Allen en plus de ça à Brooklyn, on sait à quel point il est aimé. On choperait Caris LeVert, retour aux sources aussi pour Caris LeVert. C'est vrai que ce serait pas mal un retour en arrière pour ces deux joueurs-là, mais en tout cas, pas sûr que ces joueurs apprécie le retour en arrière, mais à mon avis ça peut correspondre, même si je pense que je rajouterai, comme je dis, des petites choses, ça peut correspondre un petit peu à ce que ces deux équipes recherchent, donc why not pour ce trade. Alors ouais, je m'en doutais, pour l'instant c'est pas... Par rapport au trade que je vous ai proposé juste avant, c'est le trade que les Nets accepteraient le moins, parce que vous êtes que 9% à penser que les trades accepteraient. Je suis d'accord, mais de toute façon c'est ce que j'ai lu dans le chat, vous êtes assez sur la même longueur d'onde que moi, que ça peut être une bonne base, mais il faut que les Cavaliers lâchent plus, et il faut que les Nets ne lâchent pas Cam Thomas. Tu peux rajouter un Okoro, peut-être un Sexton en sign and trade, sûrement un tour de draft aussi. Là peut-être que t'as plus d'arguments pour convaincre les Nets, et pourquoi pas, à mon avis les Cavs, s'ils peuvent récupérer KD, ils seraient pas contre, rajouter Okoro ou un tour de draft, mais en l'état, à mon avis les Nets peuvent avoir mieux ailleurs, donc ouais, 9% seulement d'entre vous qui accepteraient si vous étiez les Nets. Pour l'instant c'est le pire Cleveland, mais ça veut pas dire que Cleveland est complètement hors course s'ils veulent KD, parce que au niveau de leur effectif, ils ont de quoi compléter le trade et de faire une offre qui convaincra sûrement un petit peu plus les dirigeants de Brooklyn. Le deuxième et dernier trade que vous m'avez proposé sur Instagram vient de Ludnil et enverrait Kevin Durant aux Lakers. Et là, voilà, Kevin Durant qui irait rejoindre LeBron James, ce serait assez fou, mais bon, pourquoi pas. De toute façon, là, l'idée c'était de partir dans un monde parallèle et d'essayer de voir un petit peu ce qui serait possible, donc pourquoi pas, on va fermer aucune porte aujourd'hui. Et il serait échangé contre Anthony Davis, Talen Horton-Tucker et 2 premiers tours de draft. Là, je me dis, sur le papier, c'est équilibré. Les Nets récupèrent AD, qui est potentiellement un super All-Star. THT, j'y crois de moins en moins, mais en plus de récupérer AD, ils auraient 2 futurs premiers tours de draft. C'est pas mal. Maintenant, est-ce que les Lakers ont vraiment envie de faire ça? Ça, moi, je suis pas sûr. Déjà, j'ai quelques doutes sur la potentielle association entre Kevin Durant et LeBron James. Et surtout que je me dis que... Bon, alors, il faut qu'Anthony Davis soit en forme, mais Anthony Davis est clairement plus complémentaire à LeBron James et potentiellement à Russell Westbrook s'il reste que Kevin Durant, je pense. Et des deux côtés du terrain, ça en plus. Donc à mon avis, là, les Lakers vont plutôt penser à espérer que Anthony Davis reste en bonne santé, à reproduire ce qu'ils ont produit en 2020, en misant sur une absence de blessure de la part de tout le monde, plutôt que de chasser un Kevin Durant en se séparant d'AD. Maintenant, pourquoi pas? Si les Lakers veulent se séparer d'AD, ça peut être une solution de proposer ça aux Nets. Maintenant, du côté des Nets, moi je pense j'accepte tous les jours. Même si Anthony Davis est injury prone, Kevin Durant, on est peut-être là dans une situation où il jouera pas de la saison parce qu'il va faire la gueule potentiellement comme Ben Simmons l'a fait l'année dernière. Je suis pas sûr qu'il aille jusque là, mais franchement ça vaut le coup. Tu mises sur le fait que Anthony Davis reste en bonne santé, tu récupères THT qui peut apporter des bonnes choses au poste 2, et en plus de ça, même si c'est loin, 2026 et 2028, tu récupères 2 first picks. Donc moi là je suis les Nets, j'accepte immédiatement. Mais est-ce que les Lakers proposeront ça? Moi là j'ai plus un problème d'équilibre. J'ai pas l'impression que les Lakers veuillent se séparer d'AD, même pour un KD, vu qu'il y a déjà un LeBron du côté de la franchise californienne. Et donc finalement, pour ce 8e et dernier trade qui enverrait KD aux Lakers, je suis assez étonné. Moi franchement, comme je disais tout à l'heure, je suis les Nets, j'accepte tous les jours. Même si AD peut potentiellement se blesser, même si les pics des Lakers c'est pas forcément gage de qualité, même si en 2026 et 2028 on sait pas où ils seront les Lakers, moi franchement je suis les Nets, j'accepte tout le temps. Kevin Durant de toute façon veut plus jouer aux Nets, Anthony Davis, allez on avait parlé de Brandon Ingram, de Jaylen Brown, on avait même parlé de Pascal Siakam.
Siakam. Mais Anthony Davis, en bonne santé, c'est potentiellement le meilleur de tous ces joueurs. En plus de ça, il récupère 2 premiers tours de draft. Pour moi, là, tu corresponds exactement à ce que les Nets veuillent. Et pourtant, vous n'êtes que 56% à dire que les Nets accepteraient ce trade. Pour moi, ils auraient accepté à 100% les Nets. Ce qui m'aurait plus surpris, à mon avis, c'est les Lakers, ils proposeront jamais autant pour KD. Mais bon, qui sait. Quoi qu'il en soit, ça fait 56%. Et pour vous, ce ne serait pas la première offre que les Nets accepteraient. Épilogue. Si on fait le bilan, le meilleur trade de la journée, de la soirée, en tout cas, celui que vous pensez que les Nets accepteraient le plus, et celui que vous pensez qui est même win-win des deux côtés, ce serait le trade qui enverrait Kevin Durant du côté des Pelicans. Tout à l'heure, j'ai parlé de Kyra Lewis Jr., mais non, je me suis planté parce que c'était dans un autre trade que je l'envoyais là-bas. J'avais mis plutôt Larry Nance Jr. à la place. Et là, les Pelicans accueilleraient du coup Kevin Durant et Joe Harris. Comme je disais, je pense que les Nets seront contents de se débarrasser du contrat de Joe Harris. Et pour recevoir Kevin Durant et Joe Harris, ils se séparaient de Larry Nance Jr., Brandon Ingram, Devontae Graham, Jackson Hayes et 3 futurs premiers tours de draft qui ne leur appartiennent pas, hein. C'est ceux de Milwaukee et des Lakers. Donc pourquoi pas, en tout cas pour vous c'est le trade qui vous paraît le plus cohérent. Et donc si on écoute les résultats des sondages, si les Pelicans proposent une telle offre, et à mon avis c'est une offre qu'ils sont capables de proposer pour avoir Kevin Durant, on pourrait avoir une chance à la reprise de la saison régulière NBA de voir un Kevin Durant sous le maillot des Pelicans. Est-ce que ça lui plairait d'être là-bas? Ça c'est pas sûr, mais bon, si Kevin Durant est envoyé là-bas, eh ben je pense qu'il aura pas le choix que de fermer sa bouche, d'enfiler le maillot et de voir ce que ça peut donner son association avec un Zion Williamson qui, on l'espère, sera en bonne santé à la reprise. Pour moi, en fait, en vrai, si on fait le bilan, je suis même pas sûr que les Pelicans fassent une telle offre. Et moi, j'ai bien peur, et ce serait pas bon pour la NBA, ce serait pas bon pour le basket, mais malgré toutes les offres que j'ai proposées, moi j'ai fait ça parce que j'avais aussi envie de voir où est-ce que pourrait aller KD si toutes les équipes essayaient de proposer leurs meilleures offres tout en étant réalisables, hein. J'allais pas non plus proposer des grosses dingueries, même si je sais que certains trades c'est des dingueries pour vous. Clairement, moi j'ai bien peur que finalement aucune équipe ne veuille trop se mouiller pour KD, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur lui, sur le fait que ok, c'est peut-être un des meilleurs joueurs actuels sur le terrain, mais t'es pas à l'abri qu'il refasse une demande de transfert dans un an s'il est pas dans un endroit qui lui plaît. Donc pour ça peut peut-être empêcher pas mal d'équipes de mettre trop gros sur la table, et malgré les possibilités qui me paraissent peut-être envisageables, et notamment celle-là des Pelicans qui vous plaît bien, j'ai bien peur qu'à la rentrée, on soit dans une situation très compliquée avec Kevin Durant du côté de Brooklyn. Je pense pas qu'il aille jusqu'à faire ce que Ben Simmons a fait en faisant la gueule et à ne plus jouer du tout, mais je sais pas, on pourrait vraiment être dans une impasse avec un Kevin Durant qui fait la gueule, qui joue à moitié, qui se motive pas, je sais pas ce que ça peut donner, mais j'espère en vrai qu'il va être transféré, parce que lui a vraiment l'air motivé. En tout cas, il a plus aucune envie de jouer du côté de Brooklyn, mais vu qu'il est sous contrat jusqu'en 2026, on sait pas jusqu'où peut mener cette impasse. Donc voilà, j'ai bien peur pour cette situation. On verra ce que ça donne à la rentrée, et j'ai hâte de voir ce que vont donner ces derniers mois d'intersaison concernant Kevin Durant. Voilà pour ce qui est de Kevin Durant, voilà pour ce qui est de ce nouveau Crystal Ball. Alors est-ce que ça vous a plu? Et surtout, vous pensez qu'il va aller où, KD? Quelle serait votre destination préférée? Et utilisez la trade machine pour me dire quel trade serait envisageable pour qu'il aille dans cette équipe. Parlez-moi de tout ça en commentaire, donnez-moi vos meilleurs trades, ça m'intéresse, parce que même si on a vu quelques équipes, il y a forcément tout plein de choses qui sont passées à côté. Du coup, lâchez-vous, j'ai hâte, il y a le lien de la trade machine dans la description, et surtout, pensez bien à respecter la règle steppienne, mais aussi la règle de la Designated Rookie Exception. Je sais très bien que comme d'habitude, à chaque fois que je parle de transfert, vous serez nombreux à ne pas kiffer ce que j'ai proposé, parce que la vision des trades c'est très personnel. Du coup, montrez-moi ce que vous avez concocté. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires. Big up en tout cas à tous ceux qui sont restés jusque là dans la vidéo, c'est super important pour le référencement et la mise en avant sur YouTube, et merci à tous ceux qui continuent à soutenir sur Twitch ou sur Tipeee, vous êtes le sang. Et si vous voulez les rejoindre, là encore, il y aura toutes les infos dans la description. A très vite.